Bonjour à toutes et tous, bienvenue à ce webinaire organisé dans le cadre de la semaine de la transmission. Le sujet d'aujourd'hui porte sur le financement d'un projet de reprise. Le webinaire sera divisé en deux parties. Une première partie d'une vingtaine de minutes sera donnée par Alain Grognier, fondateur de Transfund, un fonds spécialisé dans la transmission. Alain Grognier vous présentera l'importance du choix de la cible et d'une due diligence, ainsi que les différents modes de financement possibles pour une reprise d'entreprise. La deuxième partie sera présentée par David Hazarts de la cellule business de Hub Brussels, qui vous présentera les différents services de cette cellule business, ainsi que les subsides proposés par Bruxelles Économie et Emploi dans le cadre d'une reprise. Pendant le webinaire, vous aurez l'occasion de poser vos questions par écrit. À l'issue de chacune des deux présentations, les orateurs répondront aux 2 ou 3 questions les plus intéressantes pour les participants. Je laisse maintenant la place à Monsieur Grognier. Bon webinaire à tout le monde. Bonjour à toutes et tous. Avant de commencer spécifiquement sur, je dirais, comment financer la reprise d'une société ou d'activité, ce serait bien que je commence par quelques considérations au niveau, je dirais, général de reprise. Alors, le choix de la société à reprendre. Donc, si je suis, entre guillemets, du côté du repreneur, j'ai plusieurs considérations à prendre en compte, qui sont, par exemple, la détermination d'un secteur d'activité. Il existe quand même souvent des repreneurs qui viennent nous voir en nous disant « Voilà, je voudrais bien reprendre une société ou une entreprise. » Et quand on leur pose la question de savoir quel secteur les intéresse, ils nous disent « Écoutez, moi, tous les secteurs m'intéressent. Je sais gérer toute société et donc je suis ouvert à tout. » Je pense qu'il faut quand même à un moment donné pouvoir, entre guillemets, se spécialiser et, entre guillemets, savoir exactement quelle est la cible et quel est le secteur d'activité qu'on vise. Deuxièmement, détermination d'une taille d'entreprise. Bon, certains, entre guillemets, sont intéressés par des reprises d'entreprises avec un certain nombre de personnel, d'autres avec moins. Et donc, c'est important de pouvoir déterminer où on risque de se sentir à l'aise par rapport à une taille d'entreprise. Détermination aussi d'une géolocalisation, ce qui est évidemment très important, parce que de notre expérience, quand l'entreprise est trop éloignée, entre guillemets, du domicile du repreneur, dans un premier temps, ça peut très bien fonctionner, mais à la longue, il y a une certaine lassitude qui peut s'installer et une difficulté pour se rendre dans l'entreprise. Si j'habite par exemple Bruxelles, est-ce que ça vaut la peine que je me penche sur une société qui se situe par exemple à Verrières ou Bâtisse et faire les déplacements tous les jours? Le positionnement dans le projet. Quel est le projet et combien de temps cela va me tenir en haleine? C'est une question aussi fondamentale. J'ai déjà eu un repreneur qui est venu me voir en disant « Écoutez, je vais reprendre cette société qui a autant de points de vente. Je vois ce qu'il faut faire pour les restructurer et après cette restructuration, tout va tourner convenablement et ça va tourner tout seul. » Et évidemment, la question qu'on lui pose, c'est de dire « Mais combien de temps ça va prendre ?» Et il nous disait « Écoutez, moi je pense qu'après 2 ou 3 ans, j'aurai fait le tour et que tout ça va tourner tout seul. » Il faut quand même savoir que lorsqu'on finance une reprise, on passe sur un financement qui a une durée de l'ordre de 5 à 7 ans au moins. Et donc, on se situe, entre guillemets, ici sur un projet qui va enthousiasmer le repreneur pendant 2 ou 3 ans, mais un projet à financer sur 7 ans. Et donc, il faut être certain que l'on va pouvoir avoir suffisamment, entre guillemets, d'attrait dans la reprise. Quelle est la valeur ajoutée que moi, repreneur, je peux apporter? Tout simplement, c'est de dire cette société fonctionne aujourd'hui et moi, par mon profil, qu'est-ce que je vais pouvoir apporter à cette entreprise pour la faire évoluer vers le haut et avoir de la croissance. C'est un peu, entre guillemets, comme le point suivant, comment je vois évoluer cette société dans les 3 à 5 ans pour être certain que j'y vois un avenir et que je vois évidemment quelles sont les options à prendre dans le cadre de cette reprise. Et ensuite, la structure de la société, par exemple, au niveau du personnel. Est-ce que le personnel est un personnel qui a un turnover important? Est-ce que j'ai des postes clés qu'il faut absolument que je tienne? Est-ce que, entre guillemets, il y a une expérience importante du personnel dans l'entreprise ou ce sont des jeunes engagés? Tout ça, évidemment, a son importance, de même que les clients. Est-ce que le chiffre d'affaires est réalisé sur 2 clients ou sur une panoplie de clients? Est-ce que je dépends de mes fournisseurs? Quel est le marché? Quelles sont ou quelle est la force et la faiblesse de ces entreprises? Tous ces points sont fondamentaux pour pouvoir, entre guillemets, savoir si l'entreprise est intéressante avant de s'attaquer purement aux problèmes financiers et aux problèmes, je dirais, de financement de la reprise. Quelque chose qui est très important également, c'est se faire accompagner, aussi bien du côté cédant que du repreneur.
il est indispensable de se faire accompagner par des professionnels dans la transmission pour, premièrement, sortir de l'émotionnel, parce que souvent, que ce soit du côté du cédant ou du repreneur, on se trouve, je dirais, dans un coefficient émotionnel important. Le cédant, c'est relativement compréhensible. Souvent, c'est le bébé, entre guillemets, qu'on a mis sur pattes et qu'on a mis sur pied. Et, entre guillemets, c'est compliqué après 20, 25 ou 30 ans de sortir de cette entreprise. Le repreneur, on peut aussi avoir de l'émotionnel, c'est-à-dire qu'à partir d'un certain moment donné, le repreneur en fait, entre guillemets, une option définitive en se disant, moi, je veux coûte que coûte reprendre cette société. Et donc, il faut parfois avoir quelqu'un de l'extérieur qui permet, d'objectiver les choses et de rester dans le rationnel. En vue d'aborder de façon professionnelle tout le cheminement de la transmission, de la préparation à la prospection, à la valorisation et au prix, ce qui n'est pas à négliger, la négociation, closing et la transition. Bon, lorsqu'on arrive évidemment à un accord avec un cédant par rapport à un prix, il y a ce qu'on appelle l'importance de la due diligence. Une due diligence, c'est quoi? C'est essayer de maîtriser tous les risques qui sont présents dans l'entreprise pour essayer de savoir exactement où on met les pieds et de savoir si de fait on a envie de reprendre cette entreprise de façon définitive. Les risques qui peuvent être économiques. Est-ce que j'ai un permis à avoir, un permis d'exploiter? Combien de temps reste-t-il? Est-ce que j'ai une propriété intellectuelle? Est-ce que cette propriété intellectuelle se trouve dans l'entreprise ou appartient au gérant, par exemple? Les risques comptables, la comptabilité reflète-t-elle la réalité économique de l'entreprise? Quels sont les droits et les obligations? Aussi au niveau juridique, des contrats dans l'entreprise, existe-t-il des litiges? Et puis d'achat d'actions, et des obligations juridiques. Si par exemple je suis dans le secteur de la construction, on sait qu'il y a des garanties décennales liées au chantier, et donc si je reprends la société par un achat d'actions, je suis aussi lié pour les chantiers du passé. Et donc il y a quand même une évaluation à faire par rapport à ce risque. Il y a également à savoir est-ce que la société est correctement assurée, est-ce que s'il y a de l'immobilier, il y a un risque ou pas de pollution de sol qui peut avoir un impact non négligeable sur la rentabilité et la pérennité de la société. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, la notion du personnel est fondamentale dans la reprise d'une entité. Il y a aussi un choix technique à faire pour la reprise d'une société, qu'elle soit, entre guillemets, un achat soit d'actifs ou, entre guillemets, du fonds de commerce, par exemple, d'une entreprise, soit l'achat des parts actions de la société. Le choix est fondamental. Je ne vais pas ici détailler toutes les options et les conséquences, qu'elles soient économiques, fiscales, mais sachez que c'est évidemment très important en termes de prix, en termes de garantie pour le banquier qui viendra vous financer. Et donc, c'est un choix qu'il va falloir faire dès le début, en accord avec le cédant. Maintenant, on en vient au mode de financement en tant que tel. Pour pouvoir financer une reprise, il faut pouvoir optimiser le plan de financement avec une mise de fonds propres nécessaire de la part du repreneur, mais dans une juste proportion. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Tout simplement, c'est que quelqu'un qui vient nous voir et qui nous dit « voilà, je voudrais bien reprendre une société ou une entreprise, mais j'ai 0 € à mettre sur la table », ça va quand même être compliqué. Maintenant, une juste proportion, ça veut dire que si vous allez suivre certains séminaires, on risque de vous dire vous devez au moins avoir 30% de fonds propres, ou 40% de fonds propres, ou 20% de fonds propres. Je pense qu'il n'y a pas de religion exacte en la matière. D'ailleurs, je vous donnerai quelques exemples à la fin de l'exposé. Mais simplement, il faut, par rapport à la cible, par rapport à sa structure de bilan, par rapport à ses résultats, avoir, entre guillemets, des fonds propres qui soient suffisants pour pouvoir assurer une pérennité à la société par rapport au financement qu'on envisage. Il y a évidemment la première chose à laquelle on pense, c'est le financement bancaire, avec les crédits à moyen terme et à court terme. Je ne vais pas vous détailler ici, vu le temps imparti, tous les crédits qui peuvent exister, mais évidemment, c'est la première solution à laquelle on pense. Mais il n'y a pas que cette solution, comme on va le voir après. Lorsqu'on veut financer un projet de reprise ou autre, c'est comme un puzzle. Il y a plusieurs pièces qui s'articulent avec des acteurs différents sur le terrain, et il faut pouvoir articuler tous ces acteurs pour que tout le monde se trouve dans une zone de risque qui soit acceptable. Le financement bancaire se fait en général sur 5 ou 7 ans, donc vous voyez que c'est relativement court en termes de durée, et c'est pour ça qu'on a aussi parfois des difficultés pour reprendre des sociétés dans lesquelles se trouve de l'immobilier, puisque évidemment on est sur des durées très courtes avec un immobilier qui a un poids relativement important. En fonction de l'évolution des taux, évidemment, de financement, le financement peut se faire à taux fixe ou à taux variable. Il est clair aujourd'hui qu'avec l'évolution des taux, tout le monde, entre guillemets, part sur des taux fixes, parce qu'évidemment, aujourd'hui, on se retrouve dans des taux qui sont
supérieurs à 1 et entre 1 et 2%, mais qui sont évidemment très faibles par rapport à ce qu'on a déjà connu dans le passé. Et en plus, il y a une chose non négligeable qui sont les garanties qui sont demandées par la banque. Les garanties demandées par la banque, il y a un slide juste après que je vais vous présenter, mais il y a aussi d'autres types de financement, comme on va le voir, que le banquier. Alors, les garanties qui sont demandées par la banque, il faut bien scinder si on a affaire à un achat d'actions ou un achat d'actifs ou de fonds de commerce. Si on fait un achat d'actions, la seule chose que le banquier, de façon générale, je n'entre pas dans des mécanismes plus spécifiques, mais de façon générale, le banquier, la seule chose qui peut se mettre sous la dent en termes de garantie, ce sont les actions de la société reprise. Et on sait évidemment que dans le cadre de la reprise, tant que tout va bien, ces actions ont de la valeur et ont un prix certain, mais le banquier, lui, ne fait appel à sa garantie que le jour où ça ne va plus. Et évidemment, si ça ne va plus, les actions ont un prix dérisoire, pour ne pas dire nul. Et donc, ça veut dire que le risque du banquier est quand même très important lorsqu'il fait un financement pour une reprise d'actions de société. Si ce sont des achats d'actifs, là, entre guillemets, c'est plus simple puisque le banquier peut prendre ses actifs en garantie, que ce soit un outil de production, que ce soit du mobilier, du matériel, que ce soit un fonds de commerce, tout cela est possible. La seule chose qui est importante aussi sur laquelle je voudrais attirer votre attention, c'est que dans le cadre d'une reprise de fonds de commerce, vous devez absolument respecter une procédure légale qui a été mise en place et qui vous permet d'éviter au maximum d'avoir des ennuis en vue de ne pas se retrouver à un moment donné solidaire du passif de la personne qui vous a vendu le fonds de commerce. Donc il faut absolument pouvoir respecter ce principe et que vous créez sur Internet. Dans le cadre des achats d'actions ou d'actifs, ce que le banquier peut aussi vous demander, ce sont des cautions solidaires et individuelles du preneur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le banquier vous demande de pouvoir pallier un manque de remboursement de la société que vous créeriez pour acheter les actions ou les actifs. Mais simplement, ce qu'il faut faire, moi ça ne me dérange pas, puisque si je prends un exemple, j'ai une reprise de 800 000 euros pour une société, et je mets 100 000 euros de fonds propres, et le banquier doit en mettre 700, le risque est disproportionné entre les fonds propres que vous investissez et ce que le banquier met sur la table. Mais cette caution solidaire peut être envisagée, mais elle doit être limitée en montant et limitée en durée. Ça veut dire fondamentalement que ce n'est pas parce que le crédit est sur une durée de 7 ans que vous devez accepter d'avoir une caution sur 7 ans, et ce n'est pas parce que vous avez un crédit de 600 000 euros que vous devez obligatoirement accepter une caution de 600 000 euros. D'autres garanties personnelles peuvent être, entre guillemets, demandées par les banquiers, mais en tout cas, ça fait quand même une trentaine d'années que je fais ce métier. Je peux vous dire que je n'ai en tout cas jamais financé une reprise de société en donnant l'immeuble privé du repreneur en garantie. Si à un moment donné, le banquier vous demande des garanties personnelles telles que le bâtiment privé, ça veut dire que vous avez soit un problème de capacité de remboursement et que le risque est trop élevé pour la banque, soit vous avez un problème de prix par rapport aux cash flows qui sont dégagés dans l'entreprise. Et donc, le juge, entre guillemets, final, ou je dirais le fil pour pouvoir commencer la reprise, c'est le banquier qui la donne. Alors, ce qui est important, c'est de dire, aujourd'hui, donc, de fait, j'ai des fonds propres à investir, j'ai une banque qui veut bien me suivre, mais est-ce que ce sont les seuls modes de financement qui existent pour une reprise de société ou d'actifs? Mais je dirais que non. Il y a plusieurs choses qui peuvent intervenir. Vous avez, par exemple, le vendor loan, et ça, c'est un prêt qui est fait par le cédant au repreneur. Ça peut être très intéressant, donc ça permet quand même de diminuer le risque du banquier. En général, le vendor loan se fait sans qu'il y ait de garantie personnelle donnée par le repreneur. Et donc, c'est un risque plein pris par le cédant qui dit, moi, j'ai confiance dans mon repreneur et, entre guillemets, pour réaliser l'opération, je suis d'accord de lui faire un prêt sur une certaine durée pour pouvoir payer le prix sur lequel on s'est entendu. La durée, en général, de ce vendor loan est plus courte que le crédit bancaire. Donc, parfois, c'est un peu lourd à porter parce que ça a un impact non négligeable sur la capacité de remboursement. Et le taux est plus élevé que le crédit bancaire puisque le cédant prend un risque qui est non négligeable, en ce sens qu'il peut avoir, si le repreneur rate la reprise, peut avoir un manque au niveau du prix qui avait été convenu. Mais ça permet aussi une répartition des risques et il peut être important pour le futur de l'entreprise, c'est-à-dire que dans plusieurs cas où nous avons eu des financements à faire, on s'est rendu compte que le cédant acceptait le vendor loan. Ça nous rassure quand même par rapport à la santé financière de l'entreprise, en ce sens que quelqu'un qui accepte de mettre un crédit sur 4 ans pour avoir une partie de son prix,
il est relativement rare qu'il est prévu de laisser des cadavres dans les placards. Et donc, ça peut être évidemment très intéressant par rapport aux garanties de passifs, etc. à mettre en place. Autre type de financement qui peut exister, c'est ce qu'on appelle un earn-out. L'earn-out, c'est quoi? C'est tout simplement un complément de prix qui peut être payé au cédant sur base des résultats futurs de l'entreprise. C'est souvent difficile à mettre en place. Pourquoi? Parce que le cédant, quand vous négociez et que vous dites, voilà, on n'est pas tout à fait d'accord sur le prix, mais on peut prévoir un earn-out, il se dit, oui, mais comment est-ce que moi je vais pouvoir, entre guillemets, suivre correctement l'avis de l'entreprise? Qu'est-ce que vous allez mettre dans les coûts? Est-ce que vous allez la gérer convenablement? Est-ce que je suis certain d'avoir cet earn-out? Non, il n'est pas certain d'avoir cet earn-out puisqu'il est lié aux résultats futurs de l'entreprise. Mais ça peut parfois rapprocher les points de vue en matière de prix. Et ça peut être intéressant dans le cas d'un accompagnement prolongé du cédant, au vu de la spécificité des activités et de la complémentarité entre le cédant et le repreneur. Donc c'est une solution win-win. On a eu une société qui a été reprise où le cédant et le repreneur s'entendaient quand même très bien et où la spécificité faisait que le repreneur devait absolument être accompagné pendant le cédant pendant un certain temps. Et c'est une option qu'on a mise en place et qui a été acceptée par le cédant. Ça fait maintenant 5 ans que la société a été reprise et le cédant est toujours là. Et sur les 5 ans, il y a eu 3 années où il a perçu, entre guillemets, un earn-out et 2 ans, on n'est pas arrivé aux conditions qu'on avait mises pour l'earn-out et il ne l'a pas touché. Mais cela ne provoque absolument aucun problème puisque le cédant participant à la plus-value de l'entreprise, il est normal qu'il participe aussi à un complément de prix. Alors, autre type de financement, vous pouvez aussi avoir tous les acteurs publics qui peuvent intervenir, comme les invests qui peuvent intervenir en capital ou en prêt. Je ne vais pas faire le détail, mais vous pouvez aller voir sur les sites des invests concernés. Vous pouvez avoir du cofinancement public via Finance Brussels ou la Sovalfin en Wallonie. Et vous avez aussi un fonds de garantie régional, c'est-à-dire que ça permet au banquier qui estime qu'il a trop de risques par rapport au crédit à faire de demander à ce fonds de garantie de dire est-ce que vous pourriez pallier à ce manque de garantie du repreneur en couvrant une partie de mon crédit. Et donc, on va voir qu'il y a aussi d'autres acteurs comme les acteurs privés, mais jusqu'à présent, si on fait un peu le résumé, on voit qu'il y a les fonds propres à mettre, on a le banquier qui peut venir, mais le cédant peut y jouer un rôle important, on a des acteurs qui peuvent venir en termes de fonds propres ou en termes de prêts, ou en termes de couverture au niveau de la banque. Et donc, vous voyez que tout ce puzzle ou toutes ces pièces peuvent commencer à se mettre en place pour avoir un financement qui soit optimal. De la société reprise elle-même, comme je dis, il y a la possibilité aussi, en fonction de la structure de bilan, en fonction du cash disponible dans la société, d'avoir une distribution de dividendes qui permet aussi de financer la reprise. Et des acteurs privés comme Transfund, dont je suis un des fondateurs, vous dire simplement un petit slide qui est intéressant par rapport à Transfund, c'est que Transfund se met du côté, entre guillemets, du repreneur. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que tout le monde s'occupe des cédants, mais que quelqu'un qui reprend une entreprise, il doit passer en général du poste de salarié à celui d'indépendant. C'est déjà un choc culturel en soi. Deuxièmement, il doit reprendre une société qu'il ne connaît pas. Il doit savoir gérer le personnel, il doit être bon gestionnaire, il doit être commercial. Et en plus, il se met une bonne couche de crédit sur le dos, avec en général une pression relativement importante au niveau du privé, où la plupart des repreneurs nous disent « Écoutez, j'ai eu une discussion avec mon épouse ou mon époux hier, et elle m'a dit « T'es sûr de ce que tu fais? N'oublie pas qu'on a un prêt hypothécaire sur la maison, qu'on a 2 enfants. » Et donc, on voit la chape de plomb qui descend. Et on demande à ce repreneur, en plus de ce crédit, d'avoir toutes les compétences. Ce fonds fait quoi? Ce fonds accompagne le repreneur dans, je dirais, l'étude de la reprise, dans la négociation au niveau du crédit bancaire et d'autres partenaires, et peut à ce moment-là, si tout se met en route, mettre des fonds avec le repreneur en restant minoritaire. Le but, c'est que le repreneur reste le patron de l'entreprise. Et c'est surtout ce qui est très important, c'est qu'on met à disposition du repreneur des compétences où il est moins fort ou des compétences qu'il n'a pas. Donc, par exemple, on va demander d'avoir 2 postes au conseil d'administration, mais je dirais l'accompagnement ne se manifeste pas qu'en conseil d'administration. J'ai été, entre guillemets, président du conseil d'administration de 2 entités reprises dans le cadre de Transfund. Je peux vous dire que le repreneur, je l'avais plusieurs fois par semaine, on le voyait à chaque fois à sa demande. Donc c'est vraiment un accompagnement de très près en fonction de sa demande et pas, entre guillemets, un accompagnement de type belle-mère. Et on a donc un apport de réelle plus-value au repreneur pour qu'on puisse assurer la pérennité et le futur de l'entreprise qui est reprise.
Alors, avant de donner quelques exemples, quelque chose de fondamental pour terminer, la détermination du cash flow libre, donc de ce qui est possible à la société de dégager après, entre guillemets, tous les coûts, etc., qui peuvent être attribués au financement de la reprise, ne doit pas être, entre guillemets, enfin, ce cash flow libre qui est attribué ne doit pas être total parce qu'il faut pouvoir aussi continuer à se développer, à assumer la croissance de l'entreprise et à faire des investissements. Si lorsque vous regardez cette entreprise à reprendre, tout le cash flow libre qui reste de l'entreprise doit être, entre guillemets, attribué au financement de la reprise, vous vous privez d'un potentiel de croissance et donc vous risquez de vous retrouver pendant 5 à 7 ans sans pouvoir développer la société et se trouver dans une société qui périclite plutôt qu'une une société qui se développe. S'il y a distorsion entre la répartition des fonds propres et le financement et ou les garanties demandées par la banque, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a certainement un problème dans le prix de la transaction par rapport, je dirais, à la valeur des cash flows qui sont dégagés. Et dernier slide pour terminer, je voulais simplement, parce que au niveau des fonds propres, on me demande toujours, bon, j'ai autant de fonds propres, est-ce que c'est assez? Ça dépend de la taille. Je vous ai juste mis 3 exemples de reprise de société pour vous montrer que les fonds propres peuvent être tout à fait différents en termes de pourcentage en fonction du modèle que l'on prend. Par exemple, premier cas, reprise pour 1 450 000, fonds propres 320 000 euros, ça représentait 22% entre guillemets du montant de reprise. Le repreneur mettait 170 000 sur la table et Transfund a mis 150 000 euros. On a eu un crédit bancaire de 830 000 euros et un vendor loan pour le complément sur 4 ans. Une reprise à 600 000 euros, fonds propres de 180 000 euros, le repreneur avait des fonds propres à investir. On est monté à 30% de fonds propres et le crédit bancaire à 420 000 euros. Et le troisième cas, qui n'est certainement pas une généralité, mais c'est simplement pour vous montrer qu'il y a possibilité de reprendre des entreprises, même si on n'a pas des fonds propres très importants. Une reprise à 2 821 000, il y avait des fonds propres de 200 000, le repreneur et Transfund, un crédit bancaire d'1 032 000, un vendor loan de 921 000, et la société pouvait distribuer sans entamer son fonds de roulement et sa trésorerie 668 000 euros. Et dans ce troisième cas, il y a un earn-out qui était fait sur 4 ans. S'il y avait un dépassement de l'EBITDA de référence qui était prise pour le calcul du prix de la société, et le surplus a été partagé entre le cédant et le repreneur, et le cédant et le repreneur travaillent toujours ensemble aujourd'hui et sont, entre guillemets, très contents de travailler ensemble. Voilà, je termine pour la présentation. Une question, je vais quand même mettre les lunettes. Alors, quel est le principe? Donc, la question posée, c'est quel est le principe de financement par le dividende de l'entreprise? En fait, vous avez aujourd'hui des méthodes de valorisation où, entre guillemets, on part sur un coefficient d'EBITDA plus cash moins dette financière. Et à partir du moment où le cash rentre dans la valorisation, si j'ai suffisamment de fonds propres avec des réserves disponibles distribuables et que j'ai le cash, en fait, ça permet au cédant, s'il devait sortir ce dividende sous forme, s'il doit sortir le résultat de l'entreprise sous forme de dividende, il va avoir un précompte mobilier de 30%. Par contre, si on le met dans le prix, il n'a pas ce précompte mobilier de 30%. Et donc, ça vous permet de négocier par rapport au prix et de dire, écoutez, je peux l'inclure dans le prix, mais si vous l'aviez sorti en dividende, vous auriez une déperdition fiscale. Ici, ce n'est pas le cas. Donc, ça permet, entre guillemets, d'alléger la charge de financement long terme si on a un matelas de trésorerie excédentaire qui se trouve dans la société reprise. J'espère avoir répondu à la question. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez en reposer une. Merci à vous. Je vais passer maintenant la parole à David qui va venir vous faire sa présentation. Voilà, bonjour à toutes et tous. On va enchaîner maintenant avec un service que vous propose Hub Brussels, donc l'agence bruxelloise pour l'accompagnement de l'entreprise. Voilà, comme le nom l'indique, donc Hub Brussels, c'est un nom commercial, entre guillemets, pour une agence publique dont le nom officiel est beaucoup plus éloquent puisque l'agence bruxelloise pour l'accompagnement de l'entreprise. Très clairement, notre but est d'accompagner les entrepreneurs, qu'ils soient déjà en cours d'exercice ou qu'ils envisagent de créer une entreprise ou de la reprendre. Alors dans ce cadre-là, bien sûr, nous avons toute une série de services, des départements donc, qui vont s'occuper de sensibiliser les entrepreneurs, d'informer, d'orienter, c'est plutôt le rôle du 18-19, un département accompagnement à l'internationalisation, et un département accompagnement sectoriel et thématique. Et c'est plutôt là que va se situer l'accompagnement à la reprise.
Alors, dans ce département, on a quelques accompagnements sectoriels sur des secteurs qui ont été jugés prioritaires par le gouvernement. Et donc, ils vont pouvoir intervenir également, dans certains cas, pour accompagner un projet de reprise. Ces secteurs sont l'audiovisuel, le software, l'économie circulaire, hospitality, donc tout ce qui concerne le tourisme. On a l'éco-construction également, et enfin une approche sectorielle sur tout ce qui est commerce de détail et Horeca. Alors à côté de ça, une série d'accompagnements plutôt thématiques et donc transversaux sur le plan sectoriel, et donc on intervient sur tous les secteurs d'activité, et c'est dans cette cellule que j'ai le plaisir de travailler, et dans cette cellule, on vous propose différents services et différentes... Voilà, on passe au slide suivant. Et donc différents services, alors 3 types d'expertise bien distincts, transversales, on le voit, donc c'est thématique, mais c'est transversal sur le plan sectoriel. Donc d'un point de vue légal et fiscal, on va pouvoir vous apporter un certain nombre de conseils, notamment sur le choix d'une forme juridique, alors ce sont des conseils qui sont aussi bien valables en cas de création que de reprise, bien sûr. Donc dans le cas d'une reprise, ça va surtout être intéressant de voir, par exemple, s'il est intéressant de reprendre un fonds de commerce ou plutôt de reprendre des actions, de voir les conséquences juridiques et fiscales en termes de responsabilité, l'impact fiscal, relire certains documents, type des conventions de cession de fonds de commerce ou la reprise d'un contrat de bail, ou établir un pacte d'actionnaires, donc toute une série d'éléments juridiques qui peuvent être analysés et sur lesquels vous pouvez obtenir des conseils. Bien évidemment, le but n'est pas de se substituer à un cabinet d'avocats qui va rédiger ces documents pour vous et en prendre la responsabilité, mais nous allons pouvoir vous fournir un certain nombre de conseils dans ce domaine-là. Second point, c'est les aspects stratégiques et financement. Dans ce cadre-là, on va pouvoir vous aider à donc revoir un petit peu le business model de l'entreprise à reprendre, définir, à challenger vraiment le plan de développement de l'entreprise que vous souhaitez reprendre. Souvent, donc il y a pas mal de choses à faire pour redéployer l'activité. On va pouvoir voir ces aspects stratégiques avec vous, définir le financement qui sera nécessaire, identifier les sources de financement adéquates, comme on a parlé Alain il y a quelques minutes, vous aider à préparer les dossiers que vous devrez présenter auprès de ces différents interlocuteurs, qu'il s'agisse d'investisseurs privés, de banques, de plateformes de crowdfunding, peu importe, et vous préparez le cas échéant à des séances de pitch, et vous conseillez donc dans les négociations et le closing de la transaction financière. Et donc clairement ici, l'accompagnement va porter vraiment plus sur le volet stratégique et financement, et on ne va pas non plus se substituer à un cabinet privé qui va vous aider dès le stade de la recherche d'une cible, de la valorisation de cette cible, s'asseoir avec vous à table avec le cédant et mener les négociations avec vous, vous conseiller dans ce cadre-là. Non, on va plutôt vous accompagner de manière individuelle sur la stratégie de développement, de financement de l'entreprise. Enfin, dernier point, les subsides, et c'est plutôt cette partie-là que je m'occupe personnellement. Donc on va vous aider à identifier d'une manière générale quels sont les subsides qui sont pertinents par rapport à un projet de création, de développement d'entreprise, et en l'occurrence ici plutôt de reprise. On va pouvoir vous aider à identifier la mesure qui serait pertinente, vous aider à préparer les dossiers et dans certains cas de rédiger l'avis formel qui sera requis puisque l'accès à certaines aides est conditionné à l'accompagnement d'un organisme agréé qui en l'occurrence sera Hub Brussels ou un guichet d'économie locale, on le verra dans quelques minutes, et nécessitera d'obtenir un avis d'opportunité sur le projet de reprise que seul Hub Brussels, l'agence bruxelloise pour l'accompagnement de l'entreprise, peut émettre. Donc cette aide de préactivité qui est la première et la principale dont je vais vous parler, donc il y en a deux autres qui peuvent être intéressantes, mais là on parle plutôt d'un repreneur qui serait déjà indépendant de mon société, donc la plupart du temps le repreneur ne l'est pas encore, et donc là on va avoir une aide qui va porter sur des missions de consultance, alors des missions de consultance qui peuvent porter sur une étude de marché, une étude juridique, une étude financière, sur des aspects informatiques également. Cette aide peut porter également sur l'accès à une formation, à la participation à une foire, et dans tous les cas, en tout cas, la moitié des coûts présentés dans le cadre de cette demande d'aide doit concerner un diagnostic de reprise. L'intervention, comme vous le voyez sur ce slide, donc, correspond à 60% des coûts qui seront présentés, avec un plafond de 15 000 € d'intervention. Alors les conditions sont d'être âgé de plus de 18 ans, je pense que ce sera le cas de la plupart d'entre vous, de ne pas avoir été indépendant au cours des 3 années qui précèdent, de ne pas l'être au moment de la demande et de ne pas l'avoir été au cours des 3 années qui précèdent la demande. Il faut dans tous les cas reprendre les parts d'une société, ça ne fonctionne pas pour une cession de fonds de commerce, mais il faut vraiment reprendre les parts d'une société et reprendre la majorité des parts de cette société.
il faut avoir identifié très clairement une cible et avoir une déclaration des cédants indiquant que vraiment l'entreprise est à céder. Cette entreprise doit occuper au minimum 3 équivalents temps plein et développer un chiffre d'affaires d'un maximum de 2 millions d'euros. Attention, quelques secteurs d'activité sont exclus et donc les projets qui portent sur la reprise d'une activité qui serait exclus sont évidemment exclus également, et c'est le cas notamment des secteurs de la formation, du secteur de la santé, des avocats. Donc quelques secteurs d'activité sont exclus, mais la plupart des activités, notamment productives, de services ou de commerce, sont tout à fait éligibles, bien entendu. Alors il faut à l'entrée disposer donc d'un projet de reprise assez abouti, dans lequel on peut déjà définir quel est le projet de développement qu'on a pour cette entreprise, le plan de financement qu'on a envisagé, même si on va pouvoir développer ce plan de financement avec un accompagnement d'un organisme agréé, ce qui nous mène au dernier point. Il faut préalablement à la demande auprès de Bruxelles Économie Emploi signer une convention d'accompagnement avec un organisme qui a été désigné par le ministre, et en l'occurrence, ça pourrait être soit un guichet d'économie locale, soit Hub Brussels. Cette convention d'accompagnement va durer un minimum de 6 mois et représenter un minimum de 2 rendez-vous, mais dans la plupart des cas, bien sûr, il y aura plus de 2 rendez-vous, en tout cas si c'est nécessaire, et c'est souvent le cas. Alors, l'aide de préactivité, je vous le disais, est soumise également à l'avis de Hub Brussels. Alors, bien entendu, si nous sommes amenés à émettre un avis sur la pertinence du projet, ce n'est pas la personne qui va vous accompagner vraiment auprès de vous qui va rédiger cet avis, ce sera une personne tierce, indépendante, non pas de Hub Brussels, mais de l'accompagnateur qui va établir cet avis. Il va porter notamment sur le potentiel de marché de l'entreprise que vous reprenez, sur la probabilité de réussite du projet en fonction de tous les éléments qu'on a pu recevoir. Le potentiel de maintien et de création d'emplois va être important aussi. Création d'emplois ou maintien d'emplois aussi bien au sein de l'entreprise qu'auprès de sous-traitants et en tout cas au sein de la région de Bruxelles-Capitale. La pertinence de l'affectation de l'aide, mais en général, il n'y aura pas trop de doute à ce niveau-là, puisque de toute façon, déjà, la moitié des coûts présentés, je vous le rappelle, doivent concerner un diagnostic de reprise. Et enfin, éventuellement, la rencontre des priorités régionales sera toujours un petit plus, effectivement, de se trouver dans ce secteur prioritaire, d'avoir un projet qui est durable sur le plan économique, social, environnemental. Et donc, voici quelques éléments sur lesquels portera l'avis de Hub Brussels. Alors, le process administratif, l'idée, c'est pas de vous embêter dans les détails, vous pourrez parcourir tout ça sur le web, mais en tout cas, il y a un process administratif auquel vous êtes tenu, mais auquel l'administration est également tenue, auquel Hub Brussels est tenu, et qui vous garantit des réactions dans un certain délai. Donc, la première chose, de toute façon, en amont de l'introduction de la demande auprès de Bruxelles Économie Emploi, il va falloir contacter l'organisme d'accompagnement de votre choix, qu'il s'agisse d'un guichet d'économie locale ou de Hub Brussels, rencontrer un accompagnateur, signer une convention d'accompagnement que vous devrez joindre au dossier que vous allez introduire sur la plateforme en ligne de Bruxelles Économie Emploi. Sur ces bases-là, Bruxelles Économie Emploi va vous adresser un accusé de réception et nous envoyer à Bruxelles une demande d'avis. Nous aurons légalement un maximum d'1 mois pour rédiger cet avis, mais il est bien entendu que ça va se passer bien plus rapidement que ça. Sur base de ce dossier et de cet avis, Bruxelles Économie Emploi dispose encore d'un maximum de 2 mois pour notifier une décision, mais bien évidemment, dans la plupart des cas, c'est plus rapide, même si on ne peut pas vous le garantir de manière absolue. Alors, la demande de liquidation a ensuite lieu dans les 3 mois et elle peut se faire, donc une avance peut être accordée donc dès la notification de la décision et 50% ensuite lors de l'envoi des pièces justificatives. Alors, d'autres aides qui pourraient être intéressantes dans le cas d'une reprise, j'en ai relevé 2 en particulier, sont les aides à la consultance. Et donc là, on s'adresse, je vous le rappelle, donc non plus au porteur de projet qui ne serait pas encore indépendant, mais celui qui serait déjà indépendant ou gérant d'une entreprise et souhaiterait dans ce cadre-là, je me rends compte que mon timing est dépassé, c'était ça. Donc, le repreneur donc, qui en société souhaite reprendre une entreprise. Et donc, dans ce cadre-là, on peut obtenir une aide à la consultance qui va porter aussi bien sur le projet de reprise, mais que sur des aspects juridiques ou des aspects d'études de marché, sur des aspects liés à la gouvernance participative. Donc, un certain nombre d'éléments peuvent être pris en compte et l'intervention ici sera de 40 à 60% selon une série de paramètres avec un plafond d'intervention de 10 000 € par an. Alors ces 10 000 € peuvent être répartis sur un maximum de 5 missions. Ça peut être une seule mission à 20 000 € subsidiée à 50%, tout comme vous pourriez avoir 2, 3, 4, 5 missions moins coûteuses, toujours pour une intervention maximale de 10 000 € par an.
Deuxième type d'aide qui peut parfois être intéressante, ce sont les aides à l'investissement. Et on parle ici d'investissement. Donc les aides à l'investissement visent essentiellement les investissements matériels, donc en immobilisation corporelle. Donc clairement pas la reprise de parts, mais la reprise d'actifs, dans le cadre d'une reprise de fonds de commerce. Et ici, dans le cadre de la reprise de fonds de commerce, c'est vraiment la partie matérielle de la reprise de fonds de commerce qui va être prise en compte, c'est-à-dire donc le matériel, les équipements. Pour autant que ce matériel ait été valorisé par un réviseur, ils ne seront pris en compte dans ce cadre-là qu'un maximum de 15 000 € d'équipement ainsi valorisé dans le cadre de la reprise du fonds de commerce. L'intervention ici va dépendre de toute une série de paramètres. Je vous fais grâce à un tableau qui peut être relativement compliqué pour définir le taux, mais dans la plupart des cas, on va pouvoir atteindre 15, voire un maximum de 30% selon la zone dans laquelle va se situer l'entreprise cible. Voilà, il me reste à vous remercier pour votre attention et vous indiquer les sites sur lesquels vous pourrez bien entendu retrouver plus d'infos au sujet de tout ce dont je vous ai parlé, et en particulier les aides. Donc d'une part le site de Bruxelles Économie Emploi, donc l'URL la plus simple, primepme.brussels, ou bien sur le site portail du 1819, donc subside.brussels, et vous vous retrouverez directement dans la partie dédiée aux subsides, sur laquelle vous allez retrouver toutes les aides de Bruxelles Économie Emploi, et toute une série d'autres encore, notamment les outils de financement proposés par Finance Brussels, dont Alain vous a parlé tout à l'heure. Je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions. Voilà, on vous revient, on commence à voir les questions arriver. Donc une première question, c'est quel est votre avis sur la reprise d'entreprise en difficulté ou avec un bilan nul? Le tout est de savoir ce qu'on entend par bilan nul, mais reprise d'une entreprise en difficulté, il faut pouvoir, entre guillemets, déterminer pourquoi, entre guillemets, cette entreprise en difficulté et si vous avez un prix à payer pour reprendre cette entreprise. Mais s'il est en difficulté, surtout, c'est de pouvoir estimer quels seront les fonds nécessaires pour relancer l'activité et pour pouvoir, entre guillemets, lui redonner vie. Donc, déjà, quand on reprend une société qui se porte bien, c'est déjà pas simple de se mettre dans les chaussures du cédant, mais quand on se retrouve dans une société en difficulté, on risque de ne pas maîtriser non plus de façon évidente les fonds à mettre pour pouvoir, entre guillemets, redonner vie à cette société. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Alors, autre question, est-ce que les fonds propres, mais ça c'est peut-être plus pour David, est-ce que les fonds propres utilisés pour une mission de pré-activité ou reprise pourront être remboursés par la société acquise? Mais moi, David peut intervenir après, mais si ce sont des fonds que vous avez utilisés de façon personnelle pour reprendre une société et que vous créez une société derrière, ben, je dirais que, entre guillemets, ce sont des fonds qui peuvent être une avance vis-à-vis de la société que vous avez créée. À vous à gérer après votre société en fonction des liquidités qui seront dégagées par l'activité, de savoir si vous avez mis ces liquidités en capital ou en avance. Et de ce fait-là, est-ce qu'elles doivent rester de façon perpétuelle dans l'entreprise ou est-ce que, entre guillemets, à un moment donné, vous voulez les récupérer? Donc ça, c'est plutôt en fonction de la structure de bilan que vous allez donner à votre société pour savoir si vous voulez les récupérer ou pas. Il y a une question concernant le financement bancaire. Quelle est l'importance de l'actif pour diminuer l'apport en fonds propres? Quels sont les ratios typiques pour les banques? Alors, il y a plusieurs choses qu'on mélange un peu ici à mon avis. L'importance de l'actif par rapport aux fonds propres, c'est quoi? L'importance de l'actif repris ou l'importance de l'actif de la société qu'on va reprendre? Il n'y a pas nécessairement de lien parce que si vous reprenez une société par achat d'actions, le banquier ne peut pas se servir des actifs qui sont dans la société reprise pour couvrir le crédit qu'il va vous faire pour acheter les actions. Ça, je dirais, de façon générale, ce n'est pas permis. Donc, tout dépendra, entre guillemets, du prix que vous devez payer et qui vont déterminer les fonds propres que vous allez devoir mettre sur la table en fonction, évidemment, comme j'ai dit tout à l'heure, des cash flows libres et de ce que vous pouvez attribuer au niveau de financement de la reprise. Deuxième question, quels sont les ratios typiques pour les banques? Écoutez, pour les banques, il y a plusieurs choses. La première chose, c'est capacité de remboursement. Est-ce que je suis capable de faire face au remboursement du crédit qui existe peut-être dans la société que je vais reprendre et le crédit que je vais faire pour reprendre cette société? Est-ce que ça me laisse de la marge pour du développement? Deuxième question. 3, par rapport aux autres ratios, vous avez des ratios de solvabilité, c'est-à-dire que c'est le total des fonds propres sur divisé par le total du bilan. C'est ça la solvabilité. Si vous avez une société qui a, entre guillemets, 9 à 10% de fonds propres et donc de solvabilité, ça veut dire que vous dépendez à 90% de l'extérieur. Et donc, pour un banquier, c'est une société qui est fragile financièrement
parce que si l'extérieur demande le remboursement de ce qu'on a avancé ou payé via les fournisseurs, via les banques, etc., à cette société, donc elle est fragile. Plus le ratio de solvabilité est important, plus évidemment vous avez une indépendance financière qui est décelée, et plus le banquier sera enclin à vous faire crédit. Et donc, généralement, le banquier considère qu'une PME qui a au moins 25 à 30% de solvabilité commence à être une société qui est financièrement saine et stable et qui peut faire face, je dirais, à un problème dans le futur.